Bonjour, mon nom est Mégane, je suis libraire jeunesse à la librairie Monet. Puis aujourd'hui, je vous présente les incontournables du mois de juillet pour la fiction adolescente, donc pour le secondaire. On commence tout de suite avec un premier titre qui s'intitule Corps à cœur de Nadine Bruncosme. Vous connaissez peut-être déjà Madame Bruncosme, qui écrit beaucoup pour l'École des loisirs. C'est encore chez eux qu'elle publie celui-ci. Là, c'est vraiment une histoire d'amour, comme on aime bien en lire parfois pendant l'été. Fait que c'est vraiment un bon choix de lecture pour ce temps un peu estival. Donc, c'est l'histoire de Simon qui déménage en fait avec sa famille. C'est quelqu'un qui vient de la banlieue en France. Puis là, il déménage vraiment plus près de Paris. Il va être dans un nouveau lycée, son frère part à l'université, donc c'est vraiment un paquet de changements qui l'attendent. Et il va rencontrer évidemment une jeune femme, une jeune fille à son lycée duquel il va tomber éperdument amoureux. C'est un premier amour en fait, mais va venir une autre jeune fille, donc c'est Léa et Léo. Et Léo, en fait, est vraiment plus flamboyante, vraiment plus extravertie. Il va un peu le prendre dans ses filets. Puis Simon va être un peu déchiré par ce triangle amoureux-là. Puis c'est un schéma qu'on a vu vraiment souvent, mais ce qui est intéressant ici, c'est l'intériorité du personnage de Simon, qui vit une situation familiale débalancée, déséquilibrée, puis qui va un peu venir compenser par ces affections-là son manque d'attention, qu'on pourrait dire. Mais voilà, puis c'est superbement écrit. Puis en plus, c'est un format qui est plutôt court et aéré. Donc pour des lecteurs un petit peu moins solides, ça convient super bien. Et on va directement au but. Il n'y a pas trop de descriptions longues, il n'y a pas trop... on se perd pas en fait dans les détails, mais on s'intéresse vraiment à l'essentiel qui est finalement les émotions puis le cheminement de Simon. Donc voici notre première suggestion. Ensuite, une autre histoire estivale de Marie Pavlenko, c'est Un été avec Albert. Donc, Soledad, elle vient de finir son bac, vient de finir son lycée, puis ses parents sont divorcés, sa mère est partie en vacances avec son nouveau copain, puis son père est un peu triste de tout ça et vit une période un peu plus dépressive, puis décide de l'envoyer chez les grands-parents, en fait, la grand-maman, parce que le grand-papa est décédé. Et la jeune fille va retrouver la maison de vacances de son enfance, dans les montagnes, dans la campagne, pure et dure, avec très peu de réseau, pas de télévision, pas d'Internet. Et Albert, en fait, qui est le grand arbre dans la cour arrière qui veille un peu sur eux, mais avec lequel elle est un peu désabusée parce qu'elle est adolescente, elle est un peu dans une logique de repoussoir de tout ce qu'elle aimait quand elle était plus jeune. Et elle veut, en fait, s'occuper un peu de sa grand-mère, la réconforter dans cette période de deuil. Et il va y avoir comme un petit élément fantastique qui va arriver vers la fin avec justement l'arbre Albert. Je vous en dis pas plus. Mais c'est un été, en fait, de réflexion, d'introspection, de retour, en fait, aux sources puis à la terre. Donc, c'est très joli et ça accompagne, encore une fois, super bien la période estivale. Je vous montre un peu à l'intérieur de quoi ça a l'air. C'est un peu moins aéré que le premier roman dont je vous parlais, mais c'est une lecture vraiment aisée, qui convient, les deux livres dont je vous parle conviennent super bien pour le secondaire premier cycle et peuvent absolument intéresser des lecteurs plus vieux également. Donc, Un été avec Albert. Ensuite, on change un peu de ton avec L'horloge à l'envers, qui est un premier tome d'un diptyque, Le diable noir. C'est un roman qui peut paraître un peu fantastique avec le titre L'horloge à l'envers, mais en fait, dans ce livre, on s'intéresse au début de la médecine légale, en fait, dans ses balbutiements au Moyen Âge, en fait. On se retrouve au 13e siècle en France. Donc, c'est l'histoire d'un garçon juif qui va en fait avoir un tribunal, comme on en connaît à cette époque. Donc, c'est pas vraiment de justice, il n'y a pas un avocat et un conseil, mais il va être condamné après un procès très, très expéditif, puis il va être sauvé en fait par le personnage qu'on appelle le Diable Noir.
qui est en fait un musulman très étrange. Les gens, les paysans ont peur, le traitent de sorcier et tout, mais en fait, c'est un scientifique et il va analyser des scènes de crime. C'est une espèce d'enquêteur avant son temps et il va apprendre en fait sa science à son protégé. Donc, c'est une espèce de policier historique avant le temps. C'est super intéressant comme forme. Puis, en fait, le fait que ce soit un diptyque, c'est super intéressant parce que ça finit en fait sur comment on dirait ça en français? Un suspense. Donc, voilà. Donc, l'horloge à l'envers, qui est également secondaire premier cycle, convient super bien, mais avec des éléments qui peuvent absolument fonctionner pour le secondaire deuxième cycle, notamment quand il décrit des scènes de crime puis analyse les dentitions, les traces de pas autour. Donc, c'est super cool, un espèce de Sherlock Holmes de Moyen-Âge. Ensuite, on passe à la science-fiction avec La route de Ness de Alice de Pongeville. Voici. Encore une fois, secondaire premier cycle, mais cette fois-ci, vraiment un ouvrage plus substantiel. Ça commence avec des codes un peu classiques du roman de science-fiction dystopique. Donc, on est dans un univers dichotomique. Là, on a les riches, qui sont les bleus et qui sont sur la colline, et les pâles, à la ceinture, donc en bas de la colline. Les pâles sont au service des bleus, donc ils vont apprendre des métiers qui sont vraiment là pour servir, par exemple, le contrôle des déchets, la réparation d'un paquet d'objets, le nettoyage, l'esthétisme. Et les bleus, en fait, eux, ce sont les dirigeants, les ingénieurs, ceux qui contrôlent puis qui étendent la ville. Et le roman commence avec un échange de bébés. Donc, en fait, on va se rendre compte qu'il y a un couple pâle qui a eu un bébé bleu. Et puis là, je vous le dis tout de suite, ils n'ont pas la peau bleue. En fait, c'est un élément dans leur sang. Donc, c'est un espèce d'indicateur génétique. Tous les bébés sont analysés à la naissance et ils vont échanger les bébés avec un bébé blanc qui serait né chez les bleus. Et voilà, donc ça commence comme ça. Et c'est Ness, en fait, qui a été échangée, qui vit chez les pâles. Mais en fait, elle est née chez les bleus, mais elle n'est pas une d'entre eux. Et elle vient de finir, en fait, son école et va tomber en apprentissage. Et elle va se rendre compte, en fait, de ce système-là qui est absolument oppressif et qui sépare tout le monde. Et elle va entrer en rébellion avec ses amis, en fait, qui vont former une espèce de groupuscule révolutionnaire. Je vous montre à l'intérieur. Donc, on comprend que c'est vraiment les codes classique de la science-fiction, de la SF adolescente, donc secondaire premier cycle de Alice de Pongeville. On poursuit avec une autre dystopie, donc Nous sommes tout un monde de Justine Augier. Celui-là, c'est également une dystopie, mais qui est un peu trop près de la réalité pour certains. Donc, il y a eu une énorme pandémie, on n'a pas trouvé de vaccin, et là, tout le monde vit confiné de manière excessivement stricte dans une espèce de zone protégée qu'on appelle notre belle zone constamment. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille et de sa mère qui vivent dans une espèce de 4,5, puis qui ont des heures de sortie. Ils peuvent sortir, par exemple, 1 heure par semaine, chacune à l'extérieur. Ils réussissent à travailler, à apprendre de leur espace respectif. Puis, le voisin, en fait, de la jeune fille va décider de s'échapper et lui propose de l'accompagner. Et c'est exactement ce qu'elle va faire. Donc, c'est une découverte du monde de leur part. Ils vont sortir de cette belle zone-là, se rendre compte de la propagande, en fait, qui dit qu'à l'extérieur, c'est le chaos, c'est l'anarchie, c'est des catastrophes naturelles l'une après l'autre. En fait, c'est pas exactement ce qui se passe. Et c'est, voilà, la découverte qu'ils vont faire. Donc, je vous montre ici l'intérieur. Encore une fois, secondaire premier cycle. On a beaucoup de secondaire premier cycle qui valaient la peine ce mois-ci. Donc voilà, nous sommes tout un monde. On passe à un incontournable, je pense, de beaucoup de personnes de l'équipe. Donc, Olympe de Rouquaudor, qui est un roman écrit à 4 mains. François Place a fait c'est Jean-Philippe Arouvigneau et François Place. François Place a fait des illustrations à l'intérieur, que je vous montre immédiatement, mais il a également participé à l'écriture du roman. Donc ici, c'est un roman
historique qui se passe dans une époque qui n'est pas clairement identifiée, dans des lieux qui ne sont pas nécessairement réels, mais qui capturent en fait l'essence du probablement 18-19e siècle là, environ. C'est une jeune fille, Olympe, qui est en fuite parce qu'on veut la marier de force, on la retire du couvent, puis on veut la marier de force pour lui voler, en fait, elle est héritière d'un château, puis on veut le lui voler. Et elle va s'enfuir pour retourner en fait à cet espace-là, qui est l'endroit où elle a vécu toute son enfance. Et en fait, c'est son aventure pour se rendre à son château de Roquedor, pardon. Mais justement, ce lapsus-là vous fait prendre conscience, en fait, qu'il y a un paquet de références assez recherchées en littérature, puis en connaissance générale. On peut penser, par exemple, à Olympe de Gouges, à Roquefort. Donc, c'est une lecture qui convient pour des secondaires premier cycle, mais dû à cet univers chargé de références, puis chargé d'histoire, mais les secondaires deuxième cycle peuvent peut-être avoir une compréhension un peu plus globale de l'œuvre à travers leur lecture, mais c'est vraiment pas... d'une difficulté qui empêcherait des lecteurs de premier cycle d'aborder l'œuvre, en fait. Donc, voilà. Olympe de Roquedor. Dernier roman, ensuite on a quelque chose pour changer un peu le ton, là, mais le dernier roman que je vous présente pour ce mois-ci, c'est Les Biotanistes de Annie-Sophie de Vries. Voici. C'est un roman un petit peu plus jeune adulte. Ça convient à des secondaires deuxième cycle, mais nous, pour l'instant, on le classe en jeune adulte. C'est une dystopie, donc on est quelque part dans le futur. C'est pas clair exactement tout ce qui s'est passé puis combien d'années se sont déroulées, mais il y a eu en fait une énorme sécheresse. Donc, la terre est quasiment intravaillable pour l'agriculture. Il y a des grappes d'humains qui survivent dans des espèces d'oasis où il y a des fermes puis des villages. Mais ce sont les femmes, en fait, qui dominent ces espaces-là puis qui vont être chefs puis utiliser uniquement les hommes pour se reproduire un peu à la façon des Amazones de la mythologie grecque. Et il y a ce qu'on appelle des sorcières, donc qui ont des connaissances supérieures au niveau de la science, puis de la médecine, etc. Et ils vont, en fait, partir dans une espèce de voyage dans le temps, donc c'est assez spécial. Et comment je dirais ça? Il y a eu une espèce de virus, c'est ça, puis les hommes, en fait, périssent beaucoup. Donc, en tout cas, on cherche la raison de ce virus-là, puis on se rend compte, en fait, que les données qu'on a, qui sont que tous les hommes mourraient avec ce virus-là, bien, ils sont pas exactement vrais. Donc, il y a une espèce de mystère aussi qui est mêlé. Voilà. Donc, encore une fois, c'est un peu plus substantiel que certaines des autres œuvres que je vous ai montrées, d'où le classement aussi un petit peu plus élevé en termes d'âge. Et c'est un premier tome, donc ce sera une série. Les Biotanistes. Et le dernier ouvrage que je vous montre, c'est un peu différent. Je crois que c'est la première fois qu'on fait ça dans une capsule ado pour l'instant. C'est un album qui s'intitule « Petite nouvelle de la Révolution ». Donc, ce sont des espèces de lettres accompagnées de posters, d'affiches qui font référence à des révolutions de différentes époques, différents pays, et écrites par des enfants de différents âges, donc 7, 9, 13, 16 ans. Donc là, par exemple, ça c'est l'exemple de Madagascar, puis je vais vous montrer également qu'est-ce qu'on a qui est intéressant. On a la Bolivie également. Donc, ce sont des espèces de portraits de rêves en lien avec des révolutions. Puis c'est publié avec Amnesty International. Donc, c'est sur la capacité que nous avons chacun de porter ces idéaux-là puis de les réaliser, en fait, à travers des actions populaires, là. Donc, voilà. Et ça conclut nos incontournables pour le mois de juillet. Je vous souhaite un excellent été, de superbes lectures, puis on se voit à l'automne.